La croissance externe est-elle réservée aux grands groupes? BPI France Le Lab a mené une enquête auprès de 668 dirigeants de PME et 14 experts pour son étude « La croissance externe à l'échelle des PME ». Au cours des 5 dernières années, 81% des dirigeants de PME ont envisagé d'acquérir une entreprise. Mais seulement 34% sont allés au bout de leurs intentions. Recherche de cibles, financement du projet, due diligence, négociation, intégration, à chaque étape ces obstacles. Dans un même temps, 47% des dirigeants de PME prévoient de vendre leur entreprise dans les 5 prochaines années. Le nombre de rachats d'entreprises des PME est attendu en forte croissance. Comment vous, chef d'entreprise, menez-vous à bien vos projets de croissance externe? Découvrez-le dans la dernière étude de BPI France Le Lab. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à BPI France pour ceux qui sont là et en ligne pour ceux qui sont en ligne. Déjà, merci à ceux qui se sont déplacés en cette journée difficile pour les déplacements, mais je vois que la salle est très bien remplie, donc c'est super et qu'il y a presque 100 personnes en ligne, je crois. Donc on peut débuter cette petite séquence liée à l'étude sur l'acquisition par les PME. Donc en 2015, BPI France Le Lab avait fait une étude qui s'appelait Acquérir pour bondir, qui parlait d'acquisition d'entreprise et qui avait dit pas mal de choses, dont une qui était que en fait la croissance externe était un booster complémentaire à la croissance organique. Et donc pourquoi est-ce qu'on a relancé cette étude cette année? Parce que en fait, on pense que d'abord c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup étudié. Il y a peu de données, notamment sur les plus petites acquisitions, très peu d'infos. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on sait que la taille c'est très important dans la capacité de croissance et de pérennité des entreprises. Et ça, beaucoup de nos études le montrent, et beaucoup de la littérature et la pratique le montrent également. Et donc, c'est très important de comprendre quels sont les mécanismes et comment diffuser aussi l'expérience des entrepreneurs qui sont capables de faire ces croissances externes. Hein. Ça, c'est très important. On a fait cette étude en partenariat avec France Invest. Et merci à Claire d'être là ce matin avec nous pour en parler. Pourquoi avec France Invest? Parce qu'il y a toute une classe d'entreprises qui sont investies par les fonds. Et donc, on voulait comprendre tout ça. Et puis, je pense qu'également le monde du capital risque, mais elle va nous le dire, du capital investissement a intérêt à bien connaître également celles qui sont capables de faire de la croissance. Donc voilà quelque chose de bonne synergie avec France Invest. Et puis, je dirais, qu'est-ce que va nous dire cette étude? Va venir pas mal de choses, dont des choses un petit peu surprenantes autour d'abord de l'activité des PME dans ce domaine. On pensait qu'elle était faible, en fait il y a beaucoup d'activités, mais c'est beaucoup sous le radar. Et puis beaucoup de choses autour de comment ça se passe, quelles sont les grandes tendances autour de cette volonté de croître, comment ça peut se déployer et avec qui. Donc voilà, vous allez apprendre pas mal de choses, je crois. Donc c'est une très belle étude pour nous. Claire, quelques mots sur ce que vous en pensez? Oui, merci Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Merci à BPI France et BPI Le Lab de nous avoir invités à participer à cette étude parce qu'effectivement, pour nous aussi, c'était instructif. Enfin, en fait, c'est allé dans le sens de ce qu'on pensait, mais c'est aussi c'est ça la bonne nouvelle. Donc, pour vous rappeler les chiffres, en fait, chez France Invest, on accompagne 7400, les adhérents de France Invest accompagnent 7400 entreprises en France, donc des startups, des PME et des ETI, et beaucoup de PME en réalité. Donc c'est pour ça que ça matchait bien avec l'intérêt et l'objectif de cette étude.
Ce qu'on a vu, c'est que en matière de croissance, alors je vais vous donner quelques chiffres, je ne vais pas essayer de trop vous en donner parce que vous allez en entendre beaucoup après, mais ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les entreprises accompagnées par des acteurs du capital investissement mesuraient de façon favorable en fait cet accompagnement et avaient en termes de croissance externe, aller probablement plus vite que les autres. C'est pas pour rien qu'on s'appelle les acteurs qui financent la croissance, hein, les acteurs pour la croissance. Donc, ce qu'on a vu, moi, je voudrais juste vous redonner quelques chiffres qui m'ont semblé sur la partie qui nous concerne vraiment intéressant et qui sont assez éloquents. 77% des entrepreneurs qui ont témoigné et qui sont accompagnés par des acteurs du capital investissement ont associé l'entrée d'un acteur en capital investissement comme un élément vraiment décisif, comme un apport financier décisif pour choisir de faire, pour aller faire cette acquisition et pour soutenir la croissance de la société, de leur société. Et quasiment le même chiffre, on n'est pas 77, mais 74% des entrepreneurs ont dit qu'ils voyaient là un partage du risque. Et ça, nous, c'est vraiment ce qu'on constate, et notamment lors de la première acquisition. Faire une première acquisition, c'est sauter du haut de la falaise hein, pour un dirigeant entreprise familiale, qui a l'ensemble de son patrimoine dans l'entreprise et qui a cette inquiétude en fait de franchir le pas. Et donc, finalement, c'est de baisser le risque, s'associer avec un acteur du capital investissement, c'est partager le risque et ne pas être tout seul pour faire cette première étape. Donc ça, c'était un chiffre qui me semblait important. Ce qu'on a vu aussi, parce qu'il y a cette première étape, ce premier élan d'aller faire son acquisition, mais ce qui est aussi important, c'est le fameux post-acquisition. Donc on parle beaucoup de la réflexion avant de se lancer, donc tout le travail, je pense, on reviendra beaucoup là-dessus, justement des due diligence, de la sélection de l'entreprise pour être certain d'avoir fait le bon choix, mais il y a aussi le travail après, c'est-à-dire comment on transforme cette acquisition et comment on en crée le maximum de valeur. Et ce qu'on a vu aussi dans les résultats de cette étude, c'est que 40% des dirigeants accompagnés par un acteur du capital investissement avaient eu des objectifs finalement, enfin des résultats qui étaient supérieurs à leurs objectifs et à leurs attentes dans ce qu'allait donner finalement l'acquisition et l'intégration. Et c'est là qu'il y a tout ce travail, je dirais aussi, d'accompagnement. Alors, on parle beaucoup des 100 jours post-acquisition qui se réfléchissent bien en amont, mais qui permettent aussi de ne pas rater son intégration et de se poser les bonnes questions en termes évidemment de compatibilité, de culture d'entreprise, mais aussi en termes de préparation des synergies. Donc, on voit que finalement, ce rôle des acteurs du capital investissement, on le mesure après aussi dans la satisfaction du dirigeant, dans l'intégration et dans la réussite de cette acquisition, alors que les chiffres étaient moins bons, parce que je crois que c'était 17% pour les dirigeants qui étaient plus, dont la satisfaction était supérieure à leurs objectifs, pour les dirigeants qui n'étaient pas accompagnés par un acteur du capital investissement. Donc ça montre, bon, nous, ça ne nous étonne pas, parce que c'est quand même notre métier d'actionnaire professionnel. Donc, c'est le métier, c'est une des cordes à notre arc, je dirais, quand on accompagne un entrepreneur. Donc, le travail d'acquisition d'entreprise, c'est le cœur de notre métier. Donc, on est là aussi pour le faire, pour accompagner les dirigeants qu'on accompagne et puis aussi faire cette transformation. Mais en tout cas, je crois que cette étude l'a bien mis en avant et a bien mis en avant l'intérêt d'être accompagné financièrement, évidemment, parce que souvent, quand on fait une acquisition, on a besoin de renforcer ses fonds propres, mais bien sûr, pas uniquement financièrement, aussi sur cet accompagnement et ce travail qui est fait au quotidien par les acteurs du capital investissement. Alors, par rapport aussi à ce que disait Pascal, sur les chiffres qui étaient intéressants, c'est aussi la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que ces acquisitions permettent à ces entreprises de se transformer, à ces PME de grandir, à devenir aussi des ETI. Nous, on porte ça assez fort, puisqu'on sait qu'en France, on est quand même en déficit d'ETI par rapport à nos voisins, les Allemands. Et on voit que dans les acquisitions qui ont été faites par les PME qui sont accompagnées par un acteur du capital investissement, 71%, ce sont des acquisitions supérieures à 1 million d'euros.
Donc on commence déjà à avoir des cibles, des entreprises qui sont de taille plus importante et qui sont ensuite consolidées pour justement créer des acteurs qui sont plus solides dans le temps et qui après ont la capacité évidemment de plus innover et de plus se transformer. Donc voilà, merci encore de nous avoir associés à cette étude. Et puis encore une fois, bon, évidemment, moi je représente France Invest, donc je peux dire que du bien sur les acteurs du capital investissement. Mais ce qu'on fait nous, parce que c'est pas facile de franchir le pas dans le cadre d'une acquisition pour un dirigeant PME, c'est de faire témoigner des dirigeants de PME qui ont franchi le pas, et puis surtout de dire aux entrepreneurs, aujourd'hui on a là une chance extraordinaire en France, on est le premier marché européen, en fait, le capital investissement, on est les premiers acteurs européens en Europe continentale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a plus de 400 sociétés de gestion qui aujourd'hui permettent à un entrepreneur, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur, de choisir, d'avoir le luxe de choisir le partenaire financier qui lui ressemble le plus dans son pour pouvoir l'accompagner. Donc l'accompagnement financier, bien sûr, mais aussi la culture de la société de gestion. Donc nous, je dis toujours ça, les entrepreneurs, appelez vos pairs pour bien vous renseigner sur le partenaire financier avec qui vous allez vivre cette aventure et qui vous permettra de grandir. Mais aujourd'hui, en France, chaque entrepreneur peut trouver financeur à son pied, si je puis dire. Voilà, donc merci de nous avoir fait participer à cette étude dont les résultats sont passionnants, comme vous allez le voir. Merci beaucoup Claire. Je pense qu'on va passer à la présentation de l'étude, où on va parler évidemment de capital investissement, et ce n'est pas BPI France, on va dire le contraire de ce qui vient d'être dit, bien évidemment, mais aussi on va parler de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas bénéficier du capital investissement, comment ceux-là aussi font et comment ils sont arrivés à faire des acquisitions et pourquoi. Et avec qui surtout, parce que c'est vrai que le rôle d'activiste bienveillant du capital investissement, qui va le jouer dans une entreprise qui n'en a pas, et peut-être pour le coup suivant d'ailleurs, hein, parce que tout ça se passe dans le temps, comme Claire vient de le dire, c'est-à-dire qu'il y a une première acquisition, puis après il y en a d'autres. Voilà, nous allons laisser la parole à Élise et à Thomas qui vont présenter l'étude. Merci beaucoup. Merci. Merci Pascal, merci Claire, bonjour à tous. Alors avec Thomas, je suis ravie de vous présenter les résultats de l'étude. Juste, j'ai pas le retour pour l'instant, pour la petite partie technique. Alors d'abord, un petit rappel sur le séquençage à venir. Donc avec Thomas, nous allons prendre 20 minutes pour vous présenter les principaux résultats de l'étude. Ensuite, Stéphanie et Anne-Cécile nous rejoindront sur scène pour témoigner respectivement dirigeantes de fonds et dirigeantes de PME pour témoigner de leurs expériences. Et ensuite, on aura une séquence de questions-réponses. Alors d'abord, quelques mots sur l'étude, la manière dont on l'a menée. On a fait vraiment la méthode lab avec une partie quantitative et qualitative, donc ce qui a consisté à interroger 668 dirigeants, surtout avoir 668 dirigeants de PME pour nous répondre. Et puis, bien entendu, et c'est très important, de mener des entretiens à la fois auprès de dirigeants d'entreprises et d'experts pour comprendre finalement à la fois ceux qui avaient fait la croissance externe ou qui n'en avaient pas fait sur les 5 dernières années, et même chose, mais en projetant sur les 5 années à venir, quelles sont les opérations souhaitées par les dirigeants d'entreprises. Alors cette présentation, on va l'organiser autour de 4 grandes questions. D'abord, comment les dirigeants de PME perçoivent la croissance externe, en regardant évidemment particulièrement ceux qui sont allés jusqu'au bout de leurs opérations.
On regardera aussi, à l'inverse, ceux qui avaient une intention et qui ne sont pas allés au bout de leurs opérations. Et on terminera dans cette présentation par les dirigeants d'entreprise qui projettent de faire une opération dans les 5 années à venir. Alors d'abord, un mot sur la perception des dirigeants de PME sur la croissance externe. Effectivement, très souvent, quand on parle rachat d'entreprise ou fusion-acquisition, viennent à l'esprit des grandes opérations très médiatiques, à coût de milliards d'euros, à coût de décisions de la Commission européenne sur la possibilité de les faire, etc. Et tout simplement, on voit qu'on a des dirigeants de PME qui sont extrêmement, et je suppose qu'il y en a présents dans la salle ou en ligne, qui ont une appréciation très positive de ces rachats d'entreprises. En gros, ce que vous voyez sur la slide, tous les chiffres en vert sont des chiffres, on va dire, sur des affirmations positives liées au rachat d'entreprise. Donc, vous voyez sur la première perception, à long terme, les rachats d'entreprise participent à la pérennité de la PME. Et puis on voit aussi que, quelle que soit la taille de l'entreprise, ces dirigeants sont plutôt partants pour ce type d'opération et se considèrent concernés. Donc très concrètement, que j'ai une entreprise qui fasse 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, je me sens concernée, je dirais quasiment au même titre. Alors, comme je vous le disais, cette étude a visé à comprendre finalement la réalité des opérations de croissance externe. Donc, j'ai parlé des 668 répondants. Ça, c'est notre base 100, c'est le chiffre que vous voyez tout en haut. Et puis, tout en bas, vous voyez 34% des dirigeants ont mené leur opération jusqu'au bout. Ce chiffre, il est à comparer avec les 81% qui ont envisagé un projet d'acquisition d'entreprise. Mon propos, je le porterai sur les 34% et Thomas développera ensuite ceux, entre guillemets, qui se sont perdus en chemin et qui soit ne se sont pas lancés dans une opération, soit tout simplement ont débuté mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors, ce chiffre de 34%, il est je dirais, à préciser sur finalement ceux qui ont mené une opération et puis à l'inverse, ceux qu'on pourrait appeler les multi-acquéreurs. C'est le graphe que vous voyez sur en haut à droite de cette slide. Donc vous avez 19% des dirigeants d'entreprise qui ont mené une opération sur les 5 dernières années et respectivement 8 et 7% qui ont mené 2 voire 3 opérations et plus sur ces 5 dernières années. Alors, à noter que ces chiffres-là sont plus importants quand il y a un fonds au capital, ce qui montre bien effectivement que les fonds, enfin, encore une fois, on n'a pas fait cette étude pour montrer que, mais l'étude nous le montre, que lorsqu'un fonds est au capital de l'entreprise, la capacité à faire et sans doute aussi liée à la volonté du dirigeant de faire est beaucoup plus importante. Alors ici, on regarde les différences entre les dirigeants qui ont acquis une entreprise, donc les fameux 34%, et ceux qui n'en ont pas acquis, donc par opposition, et 66%. Là, c'est assez simple et c'est des choses qu'on retrouve quasi systématiquement dans nos études, comme l'évoquait tout à l'heure Pascal. On voit évidemment une corrélation à la taille de l'entreprise. Donc, plus l'entreprise est grande, plus elle fait d'opérations de croissance externe. Sans renier mon propos d'avant, qui est que, quel que soit, même dans l'univers PME, même les petites PME peuvent faire de la croissance externe. Simplement, quand elles sont plus grosses, elles en font plus. On voit aussi des questions de gouvernance. Je l'ai évoqué ce matin même avec quelques-uns d'entre vous. La présence d'un comité de direction ou d'une équipe financière avec un DAF ou un responsable financier participe aussi à la capacité à mener de la croissance externe. Et puis, on voit aussi que les repreneurs d'entreprises sont surreprésentés dans les dirigeants d'entreprises qui font une acquisition de croissance externe. Et on verra tout à l'heure que la réalité aussi qui peut être vécue là-dessus. Alors ensuite, sur toujours les 34% des dirigeants qui ont mené une opération jusqu'au bout, finalement, quel était leur driver ? Est-ce qu'ils ont fait ces opérations parce qu'ils n'avaient plus le choix, au contraire, parce qu'il y avait une vraie volonté de développement? Et c'est vraiment cette deuxième option qui ressort. Donc là, on leur proposait dans le questionnaire différentes options, enfin différentes, pourquoi ils avaient fait ces opérations de croissance externe. Et vous voyez, donc, ce sont les notes qui ont été attribuées par les dirigeants d'entreprise. Donc ils avaient des notes qui pouvaient attribuer de 0 à 10. Donc globalement, les notes sont très largement supérieures à 5. Et on voit que ce qui ressort principalement, c'est l'amélioration de performance économique, c'est aussi de la diversification d'activités, diversification géographique. Et à l'inverse, ce qu'on a appelé les éléments défensifs de type conserver ses parts de marché ou se prémunir par rapport à des événements externes sont beaucoup plus bas.
Une petite note sur cette slide. Vous savez que BPI France est très attaché à l'innovation et notamment au rapprochement avec des startups. De même, on parle énormément des difficultés de recrutement des entreprises. Pour autant, vous voyez que les opérations de croissance externe pour recruter des équipes et pour faire de l'innovation sont des modalités plus faibles que les autres. Alors ensuite, et ça a été évoqué en introduction de cette matinée, finalement, quels sont les montants envisagés dans le cadre de ces opérations de croissance externe. Donc la première question qui était posée ici, c'est à quelle tranche appartient le montant de votre dernière acquisition d'entreprise. Et donc vous pouvez voir avec ces chiffres qu'on est vraiment dans l'univers de la PME, puisqu'il y a 55% des dirigeants de PME qui nous ont répondu, qui ont mené une opération de moins de 1 million d'euros. Je ne commande pas l'ensemble des strates. C'est important parce que, une fois de plus, ça dit vraiment cette réalité de petites et moyennes entreprises. Stéphanie en témoignera tout à l'heure, qui sont hyper actives sur de la croissance externe. Et je profiterai de cette slide pour dire un mot sur un accélérateur de BPI France qui s'appelle les Conquérants, qui vise vraiment à accompagner des entreprises qui veulent faire de la croissance externe. Je ne vois pas dans la salle, voilà. Leïla, pardon. Leïla Hafez, voilà, les personnes qui sont présentes, s'ils veulent aller voir Leïla par la suite. Les Conquérants, donc, au départ, ont toujours pour objectif d'accompagner des entreprises qui veulent faire la croissance externe et donc ciblaient des entreprises qui avaient au moins, alors je ne sais plus si 8 ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ce seuil a été abaissé à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, justement pour tenir compte aussi des éléments issus de cette étude et pour capter aussi des entreprises qui voudraient faire la croissance externe et qui n'auraient pas été perçues jusqu'alors pour rentrer dans cet accélérateur. Autre point aussi, pareil, qui a été évoqué tout à l'heure sur le financement de cette croissance externe, parce que racheter une entreprise, c'est forcément un coût, un investissement en tout cas. Donc vous voyez ici que la dette, c'est vraiment l'outil principal de financement de ces opérations. Il y a un petit peu d'autofinancement, mais finalement c'est assez faible et on peut le comprendre. Et vous voyez aussi que les levées de fonds restent, parce qu'on a parlé beaucoup des fonds jusqu'à présent, néanmoins ça reste quand même très minoritaire aujourd'hui dans ces opérations de croissance externe. Ce sont les chiffres tout à droite. Donc vous avez 2% des dirigeants qui nous ont répondu qui ont financé leur opération de croissance externe uniquement par la levée de fonds et 8% qui l'ont financé à la fois par la dette et par du fonds propre. Dernier élément sur ces 34% de dirigeants d'entreprise qui ont mené une opération de croissance externe jusqu'au bout dans les 5 dernières années, c'est finalement avec qui ils l'ont fait. Et alors avec Thomas, en regardant les résultats de l'étude, on se dit vraiment il y a un trio de tête, le trio on pourrait dire presque préféré des dirigeants de PME, qui est finalement assez qu'on retrouve assez souvent dans nos différents sujets. C'est l'avocat, l'expert comptable et le banquier traditionnel. Alors, quand on présentait cette étude, on disait c'est vraiment le banquier local, enfin régional, connu du chef d'entreprise. Et ces trois personnes, je dirais, on les retrouve dans les différents moments de la vie de l'entreprise, y compris donc dans ces moments clés d'opération de croissance externe. Et là aussi, on y reviendra tout à l'heure avec nos intervenantes pour partager leur vécu sur ce qu'apportent ces différents acteurs. Et je laisse la parole à Thomas pour nous parler maintenant de ceux qui ne sont pas dans les 34%, donc soit qui n'ont pas envisagé de projet d'acquisition de croissance externe, soit qui se sont perdus en chemin. Merci Élise. Alors effectivement, il y a beaucoup d'autres sous-populations quand on considère l'ensemble des dirigeants de PME et de TI. Donc les 34% qui ont pu mener une opération jusqu'au bout. Mais on a sous-divisé tout le reste des dirigeants pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient se répartir entre ceux qui n'ont jamais envisagé de mener d'opération parce que ça ne rentrait pas forcément dans leurs aspirations stratégiques, ceux qui ont pu vouloir se lancer, qui ont envisagé un tel projet, mais qui, après réflexion, ne se sont pas lancés véritablement et concrètement, et enfin ceux qui se sont lancés, qui ont trouvé la bonne cible, mais qui malheureusement ont rencontré quelques difficultés en cours de route et qui ont dû interrompre leur processus. Alors, donc la première population, ce sont la sous-population sur laquelle on voulait insister, c'est les 19% de dirigeants
qui ne se sont pas du tout montrés intéressés sur les 5 dernières années à l'idée d'acquérir une autre société. Donc ces 19%-là, on comprend que c'est très largement lié à la philosophie du dirigeant d'entreprise, leur choix de ne pas se lancer. Parce qu'en réalité, lorsqu'on analyse leur volonté de croître, on s'aperçoit qu'ils préfèrent faire les choses à leur propre vitesse, qui ne sont pas nécessairement, convaincus de l'opportunité d'acquérir d'autres entreprises pour accélérer leur développement. Donc il y a cette idée d'une direction d'entreprise à une autre cadence, à une autre vitesse, qui serait plus personnalisée, qui serait plus reliée à une recherche aussi peut-être d'équilibre global avec les autres aspects de la vie des dirigeants d'entreprise. Alors juste pardon, parce qu'on a un problème de slide. J'ai pas le retour et je pense. Voilà, alors du coup pardon parce que je vais bouger. Voilà, on était sur les 19%. Voilà, c'est ça. Donc oui, avec les données donc du graphique de droite, on peut s'apercevoir que les dirigeants qui ne sont pas du tout intéressés ont fait part d'une volonté de croître à leur propre rythme assez largement par rapport à l'échantillon global. On voit qu'il y a une vraie spécificité de cette population-là qui ne s'intéresse pas tant que ça aux opérations de croissance externe, qui ne considèrent pas que ce soit un levier stratégique pour leur propre société. Ensuite, donc, comme le disait Elise tout à l'heure, on voulait s'intéresser aussi au delta, à la différence entre les 81% de dirigeants qui sont intéressés par une opération de croissance externe et les 34% qui ont pu mener une opération jusqu'au bout. Donc on voit qu'il y a un écart très important et donc on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y avait un tel écart. Donc c'est là où on peut rentrer un peu plus dans le détail avec la slide suivante. Donc ici on a 26% des dirigeants qui ont souhaité s'engager, qui ont envisagé un projet, mais qui n'ont jamais véritablement lancé de démarche concrète. Donc là, lorsqu'on leur demandait quels étaient les obstacles sur leur route, on s'aperçoit qu'il y a 3 niveaux d'analyse possibles. D'une part, au niveau du dirigeant lui-même, parce qu'il va manquer de temps, il va avoir déjà énormément de choses à faire au sein de sa PME, il s'occupe de l'opérationnel, du stratégique, de tout un tas de travaux qui l'empêchent de s'intéresser à un autre projet supplémentaire. On a aussi au niveau de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise, un véritable sujet parce qu'on peut avoir des difficultés d'organisation. Si on est à la tête d'une société de 10 personnes, est-ce qu'on est capable de déléguer par exemple la gestion opérationnelle de son entreprise lorsqu'on va s'intéresser nous-mêmes en tant que dirigeants à une acquisition et à la recherche de cibles, à la réalisation d'une due diligence en bonne et due forme? Pas certain que ça soit possible dans toutes les PME de France. Et il y a également un sujet de financement, un sujet aussi macroéconomique pour toutes les sociétés qui se disent « ça m'intéresse, ce projet d'acquérir une autre entreprise. En revanche, j'ai peut-être pas les moyens actuellement ou alors les tendances macroéconomiques font que ce n'est pas le meilleur moment, qu'il y a une survalorisation de mes cibles ou au contraire que je n'ai pas les facilités de paiement disponibles. Donc, on repousse. » Et là, il y a une autre sous-population qui va nous intéresser, c'est celle qui s'est intéressée donc, au projet d'une acquisition, à tel point qu'ils ont même lancé des démarches concrètes. Ils ont peut-être trouvé une cible, ils ont peut-être élaboré un projet stratégique vraiment bien ficelé, mais ils n'ont toutefois pas été jusqu'au bout de leur opération. Et donc là, on a interrogé cette population spécifique en leur demandant où est-ce que votre projet avait rencontré un problème, où est-ce que vous avez été contraint d'abandonner en cours de route. Et donc là, il y a 2 phases qui ressortent principalement. D'une part, donc, la due diligence, où là, on a 25% d'abandon des projets d'acquisition pour les dirigeants de PME de TI. Et plus de 51% ceux qui ont dû abandonner l'ont fait lors de la phase des négociations. Donc due diligence et négociation, on a presque les 3/4 des abandons. C'est assez normal parce que c'est aussi ces étapes-là qui nous permettent de nous rendre compte s'il y a des choses qui vont nous décevoir par rapport à l'image qu'on s'était faite de la cible, s'il y a des choses qu'on n'est pas prêt de surpayer, s'il y a des points de désaccord qu'on n'arrive pas à surmonter avec la partie cédante. Donc c'est assez normal, mais ça nous donne aussi peut-être des leviers de progression. On peut se dire qu'en matière de due diligence, on peut peut-être mieux s'entourer pour pas que ça prenne trop de temps et que ça soit une source d'abandon trop importante.
De même pour la phase de négociation, il y a sans doute des techniques qu'on peut apprendre lors de formation. On peut tenter de revoir ses ambitions à la hausse, à la baisse en fonction de la partie avec laquelle on communique. Mais en tout cas, on s'aperçoit vraiment qu'il y a des sujets de crispation majeurs, comme les négociations autour du prix de la cible, la valorisation qu'on va devoir payer pour acquérir la société en question. Évidemment, ça, c'est un sujet majeur. Et aussi l'intégration des équipes dirigeantes de la société vendeuse. Là aussi, est-ce qu'on va les intégrer à l'équipe de la société issue de la fusion des deux entités? Est-ce que finalement, on va les pousser gentiment à aller à la retraite? Il y a plein de choses possibles et il faut là encore que les deux parties s'accordent pour que l'opération puisse aller jusqu'à son terme. Alors maintenant, pour les 2 minutes 43 qui nous restent, on va évoquer, la minute ça passe quand même très vite, on va évoquer les 5 années à venir. Donc là, les questions qui étaient posées aux dirigeants étaient de leur projection à la fois d'achat, mais aussi de cession de leur entreprise. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, en 2 chiffres, 47% des dirigeants de PME nous disaient être potentiels vendeurs et 72% nous disaient être potentiels acheteurs. Je m'intéresserai à ce dernier chiffre, donc ça c'est le graphe en bas à gauche. Ces 72%, on a quand même 30% qui nous disent être certains de leur opération de croissance externe et 42% plutôt oui. Donc là, on peut imaginer que ces opérations, elles vont aussi beaucoup dépendre, tu l'évoquais Thomas, de la situation aussi plus générale, d'accès au financement dans un contexte économique où des taux remontent, éventuellement aussi d'incertitudes macroéconomiques. Donc je dirais que tout l'enjeu qu'on a ici, c'est de transformer ces 42% d'intentionnistes acheteurs en véritables acheteurs. Alors après, qui sont finalement ces acheteurs potentiels ? Cette slide, elle dit finalement tout le pragmatisme d'un dirigeant d'entreprise. Il est d'accord pour acheter au montant... alors, pardon, là, on est sur le vendeur, d'ailleurs, pardon, sur ces slides. Donc, il est d'accord pour vendre tant que c'est au prix. On voit aussi que le maintien des emplois est un déterminant important pour le chef d'entreprise. Quant à la question de à qui vendre, il n'y a pas de préférence particulière, puisque vous voyez dans le graphe en bas à droite, 39% nous disent à aucun profil en particulier. Et là, sur les fonds d'investissement, il y a un petit travail d'image, puisqu'on voit que la question de est-ce que je suis prêt à vendre un fonds d'investissement, les réponses sont assez, puisqu'on est à 2%. Et voilà. Alors les PME sont-elles prêtes à tirer profit de cette tendance ? Donc ici, on est plutôt sur le rachat d'entreprise. Et les éléments que vous voyez ici sont plutôt liés à la capacité, enfin en tout cas la capacité perçue par les dirigeants d'entreprise et ce qu'ils sentent en capacité de le faire. Et les chiffres sont extrêmement positif, puisque vous voyez, quand on demande à un dirigeant est-ce que vous pensez être vous-même capable de conduire une opération de croissance externe, 88% nous disent oui, donc c'est un... Alors, merci. C'est un chiffre extrêmement encourageant sur lequel on peut s'appuyer justement pour accompagner en financement ou plus largement en conseil. Et après, sur les différents éléments que vous voyez qui étaient soumis, alors là, c'est à l'ensemble des répondants, donc y compris ceux qui n'ont pas d'expérience sur les 5 années passées. Vous voyez que l'identification des cibles est ce qui ressort le plus fortement ici dans la faisabilité des actions perçues. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la dernière proposition, déployer une organisation et des synergies. C'est pas ce qui ressort comme le plus difficile à faire sur l'ensemble des répondants. Donc encore une fois, hein, y compris ceux qui n'ont pas d'expérience. En revanche, quand on zoome sur les dirigeants d'entreprise qui ont mené leur opération de croissance externe jusqu'au bout, c'est ce qui leur a apparu a posteriori comme le plus difficile à faire. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure.
finalement, comme l'opération de croissance externe ne se termine pas le jour de la signature pour la matérialiser, la transformer. On ne va pas refaire synergie de valeur, etc. Mais c'est cette dimension de déploiement de synergie et d'intégration, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'intégration de la cible, est un élément qui ressort très, très fortement. Oui. Mince, on n'en voit plus. Voilà, parfait. Oui, donc une autre question qu'on s'était posée, une des dernières données qu'on voulait vous montrer, c'était que lorsqu'on parle de M&A, généralement pour les grandes entreprises, on imagine tout un tas d'experts qui gravitent autour des opérations en question. Ici, à l'échelle des PME, on voit qu'il y a une sorte de reproduction de ce comportement-là, parce que les dirigeants de PME, on imagine qu'ils ont peut-être la conscience que c'est difficile, complexe comme opération, et que plus on s'entoure, plus on a de chances de parvenir à aller mener une opération à bien. Et on voit que lorsqu'on liste les différents interlocuteurs possibles pour ce type d'opération, la plupart bénéficient d'une image quand même extrêmement positive. L'apport par exemple d'un expert comptable, 68% des dirigeants considèrent que c'est absolument indispensable dans le cadre d'une opération d'acquisition. Pour les avocats d'affaires, pour les partenaires bancaires traditionnels, même combat, on a vraiment des pourcentages extrêmement élevés lorsqu'il s'agit de rendre hommage à leur importance dans le cadre d'une telle opération. Et ensuite, on voit qu'il y a peut-être des images un peu plus nuancées pour les autres acteurs, mais lorsqu'on additionne quand même les pourcentages de perception utile ou indispensable, on a quand même une majorité d'avis positifs pour les banquiers d'affaires, les réseaux de dirigeants, les fonds d'investissement. Les consultants en stratégie, les chambres de commerce, peut-être que là c'est un peu plus abstrait pour les dirigeants de PME qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller les consulter. Je pense notamment aux consultants en stratégie. Donc voilà, ça donne aussi des pistes de réflexion pour certains membres de l'écosystème. Et enfin, on voulait aussi vous présenter quelques données sur les fonds d'investissement eux-mêmes. Donc Claire en a parlé en introduction, mais l'apport des fonds était extrêmement positif. On a pu isoler certaines données vraiment très significatives à ce niveau-là. On s'aperçoit aussi malgré tout que donc, on a uniquement 12% de dirigeants de PME dans notre échantillon qui sont accompagnés d'un fonds. Donc on a encore une marge de progression assez phénoménale. Mais tous ceux qui sont déjà au contact d'un fonds ont une image particulièrement positive des fonds par rapport à ceux qui gardent leur distance. On a notamment donc, des dirigeants qui exagèrent les risques. Lorsqu'on leur parle de l'apport d'un fonds vis-à-vis de leur activité, certains s'estiment menacés à titre personnel à leur poste de dirigeant. D'autres craignent de ne pas pouvoir diriger leur entreprise comme ils le souhaitent, d'avoir vraiment des entraves dans leur système de direction. Ces idées reçues-là, elles diminuent, voire presque elles disparaissent, lorsque les dirigeants sont véritablement au contact de fonds et qu'ils en ont accueilli au sein de leur capital. Donc il y a sans doute encore une fois un travail de pédagogie à mener, qui est un travail de long terme, mais tout de même, c'est assez réjouissant de voir que si ces deux populations peuvent certainement mieux se connaître à l'avenir, une fois qu'elles l'auront fait, il y aura certainement des synergies très importantes, et notamment au niveau des stratégies d'acquisition d'entreprise, puisqu'on le voit aussi à travers ces chiffres. Là, c'est vraiment les données globales, donc que les dirigeants aient un fonds ou non à leur capital, mais l'apport financier qu'ils peuvent apporter semble déjà décisif. Le partage du risque également pour 3/4 des répondants. Et on a aussi d'autres images très positives autour de l'ouverture des réseaux, de l'apport de compétences spécifiques. Donc tout ça, c'est quand même assez prometteur pour l'avenir. Voilà, donc c'était la fin de cette présentation-là. Donc merci beaucoup. Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de l'étude en ligne sur notre site internet bpifrancelelab.fr. Et à présent, je vais demander, si ça vous convient, Anne-Cécile et Stéphanie, de nous rejoindre donc, pour maintenant une session de questions-réponses sur l'expérience concrète de dirigeantes de PME.
Alors, nous poursuivons donc notre événement avec cette fois-ci donc l'intervention de deux dirigeantes. Donc, d'une part, Anne-Cécile Guiton, qui sera la représentante de l'écosystème des fonds d'investissement, qui est à la tête d'un fonds et que je laisserai se présenter très bientôt. Et Stéphanie Grotzinger, qui est également dirigeante d'une PME cette fois-ci, d'une agence de communication, qui nous en dira un peu plus aussi dans quelques instants. Simplement pour vous dire que ces prises de parole pour nous sont extrêmement précieuses parce que au-delà des données statistiques qui donnent un aperçu assez théorique de toutes ces questions, le plus important, c'est quand même d'avoir le retour d'expérience des dirigeants eux-mêmes, des éléments plus concrets, des témoignages personnels, des anecdotes. C'est vraiment avec ces éléments-là qu'on arrive à bâtir une étude beaucoup plus solide parce qu'elle va enrober l'ensemble des questions imaginables sur ces questions. Et donc, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous pour nous faire bénéficier de votre témoignage et de vos expertises. Donc, Stéphanie, je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, pour avoir participé à l'étude et également pour ma présence aujourd'hui. Alors, je suis Stéphanie Grotzinger, cofondatrice de l'agence de communication WhoosUp, créée il y a 7 ans. Nous sommes implantés en Alsace. Nous accompagnons les entreprises et les collectivités avec du conseil, de la créa, du web marketing. Et aujourd'hui, nous sommes 20 personnes et nous réalisons un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Parfait, merci beaucoup. Anne-Cécile, je vous laisse aussi vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Cécile Guiton, je suis la présidente de la société NCI. Nous sommes un capital investisseur multirégional, donc bien plus à l'ouest que Stéphanie, puisque nous, notre terrain de jeu, c'est donc le Grand Ouest de la France, de Lille jusqu'à La Rochelle et en passant également par Paris. On finance les entreprises à 2 stades de leur vie, donc au moment de leur création au travers de fonds innovation et également au moment de leur transmission grâce donc à nos fonds de capital développement et transmission. Et c'est cette cible d'entreprise qui est la plus concernée par ces opérations de croissance externe dont on parle ce matin. Et donc, on est à nous, NCI en lui-même représente un vrai laboratoire d'expérience, puisque c'est à peu près 200 projets d'entreprise qu'on a financés sur les dernières années. Parfait, merci beaucoup à toutes les deux. Donc je vous précise que là, on va échanger pendant une trentaine de minutes, peut-être un peu plus. N'hésitez pas ensuite à bien garder vos questions pour les 10-15 dernières minutes de l'événement, où là, vous pourrez les poser à nos intervenantes, que ce soit donc dans la salle ou en ligne via le chat. Donc n'hésitez surtout pas à vous manifester tout au long de ces interventions. Alors, pour commencer, Stéphanie, je voulais vous poser une question, parce que donc, on a la chance de bénéficier de 2 témoignages complémentaires, donc une dirigeante de PME, une présidente de fonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte des différentes opérations que vous avez menées ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on est un peu tombé par accident dans une opération de croissance externe. Il se trouve que parmi nos clients, on a un cabinet de fusion-acquisition et que parmi nos missions, eh bien, nous avions pour objectif de valoriser des opportunités d'entreprises à vendre et de convaincre des vendeurs potentiels. Alors, eh bien, nous nous sommes convaincus nous-mêmes 2 fois. Une première opération en 2019 qui représentait un investissement de 100 000 euros, 3 nouveaux collaborateurs, des nouvelles compétences techniques qui nous ont rejoints à ce moment-là. Et plus récemment, donc au cours de l'année 2022, une deuxième opération de croissance externe qui a représenté cette fois-ci un investissement de 300 000 euros, 8 nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints et des nouvelles compétences, notamment en matière de gestion d'appels d'offres et on va dire une nouvelle typologie de clients plus orientée secteur public. Voilà, plutôt des opérations à taille humaine. Que nous avons pu réaliser grâce à la contribution de notre banque. Donc on parlait tout à l'heure de dette. Nous, clairement, c'est de la dette bancaire qui nous a permis de réaliser ces opérations. Et alors les raisons pour lesquelles on s'est véritablement lancé dans cette aventure, c'est
avant tout une ambition, je pense. On a beaucoup parlé d'éléments rationnels, de raisons rationnelles, mais je crois qu'avant même de chercher des opportunités ou des synergies possibles dans le cadre d'une croissance, je crois que c'est le dirigeant qui a cette envie de relever le défi et surtout la capacité à trouver la motivation qui va lui permettre d'aller au bout de l'opération. Du coup, voilà, si tous les voyants sont au vert, les opportunités au rendez-vous, une banque susceptible de suivre votre projet et que vraiment vous avez encore l'envie de relever ce défi, je pense qu'on peut se diriger vers une opération de croissance externe. Parfait, merci beaucoup. Désolé, je vais essayer de retrouver ma voix entre-temps. Donc, Anne-Cécile aussi, on voulait avoir votre... Pardon, il y a eu un changement de tonalité terrible. Vous êtes ému, Thomas. Oui, déjà ça qui joue à fond, ça c'est sûr. Mais je voulais vous demander comment les fonds d'investissement percevaient aussi ces opérations de leur point de vue d'investisseurs professionnels. Quelles étaient souvent les ambitions, comme Stéphanie vient de le dire, c'est un mot-clé assez important. Quelles étaient les ambitions que vous pouviez accompagner dans le cadre de vos interventions ? Oui, alors c'est vrai que nous, on adresse une catégorie d'entrepreneurs qui est peut-être plus concentrée, plus focus sur le développement et la croissance de leur entreprise. Et bien évidemment, la croissance externe, c'est un accélérateur de leur développement. Donc, on a peut-être notre échantillonnage d'entreprise qui est un peu plus concerné par la croissance externe. Alors, quelles sont les motivations ? Comme l'a dit Stéphanie, c'est l'ambition. Ça, c'est la motivation de l'entrepreneur. Et nous, en tant qu'investisseurs financiers, notre souhait, c'est véritablement de participer à la création de valeur de l'entreprise. Et donc, c'est mettre à disposition du dirigeant tous les outils qui lui permettent d'avancer dans cette voie. Donc, on est plutôt, nous, un partenaire très supportif de ces opérations. Claire le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on permet aux dirigeants de ne pas se sentir seuls dans des opérations qui sont structurantes et stratégiques. Et on fonctionne aussi... alors, pour les investisseurs financiers en général, on fonctionne donc avec un réseau, avec des partenaires, des banques qui vont être là et créer un espèce de groupe de travail pour avancer et délivrer une opération. Et après, NCI a une particularité, je ne sais pas si j'en parle maintenant, Thomas, ou si... donc, pour NCI, moi, j'ai pu constater plusieurs fois que nos dirigeants étaient déçus dans la réalisation de leur croissance externe parce qu'ils n'étaient pas le seul candidat, bien évidemment, à l'acquisition d'une cible. Et... c'est les difficultés auxquelles sont confrontés nos dirigeants ont bien été montrées. C'est des difficultés au moment des audits, des difficultés au moment de la négociation. Et donc, c'est des opérations, lorsqu'on se focalise sur une seule opération de croissance externe, les chances d'aboutir sont assez peu nombreuses. Chez NCI, on a cette particularité aux côtés de nos dirigeants d'avoir constitué une équipe interne de consultants qui viennent aux côtés de nos dirigeants pour les aider sur leurs projets. Et la croissance externe en est un. Et donc, on a dédié une personne chez nous qui définit avec le dirigeant son projet stratégique et qui va lui faire des propositions de secteur d'activité, des propositions de cibles d'entreprise. Et en interne, donc, notre consultant va se charger de prendre contact avec des cibles potentielles. Et donc, ça permet, au lieu d'avoir un seul projet, parfois intermédié par une banque d'affaires où il y a un certain aléa de réalisation, ça permet à nos dirigeants d'avoir plus la main sur ces opérations et d'acquérir une courbe d'expérience qui fait que, oui, il peut échouer une fois, deux fois, mais à un moment donné, si tous les ingrédients sont réunis, il pourra concrétiser son opération. Parfait. Stéphanie, je voulais aussi vous demander votre retour d'expérience sur les premiers pas concrets lorsqu'on est dirigeant d'entreprise et qu'on souhaite acquérir une société. Par quoi on commence ?
Alors, je dirais que la première étape, c'est vraiment de faire connaissance avec la cible, comme on dit. Donc, découvrir l'entreprise, rencontrer le dirigeant, lire les bilans, décortiquer un peu la manière dont l'entreprise est organisée, quels sont ses points forts, ses points faibles. De là va découler la définition d'une nouvelle stratégie ensemble qui pourrait se construire et ça permet d'observer quelles sont les synergies possibles. Donc, nouveau développement commercial, mutualisation des ressources, ce genre de choses. Et c'est vrai que très vite, on rentre dans l'étape où il faut construire un business plan parce que ça reste le sésame absolu pour ensuite avoir une idée de la faisabilité du financement de l'opération. Donc, après avoir fait connaissance, très vite, on rentre dans cette étape et ça permet d'avoir un retour assez rapide ou un feedback, en tout cas, du banquier qui va nous permettre de poursuivre l'aventure ou non, parce qu'effectivement, je pense que si le financement n'est pas possible, l'aventure s'arrête d'elle-même. Voilà, donc souvent, au départ, les échanges sont assez harmonieux, puisque voilà, on est dans une prise de connaissance, on est même en train d'écrire la suite de l'histoire ensemble. C'est là qu'on peut imaginer, pourquoi pas, un accompagnement dans la transition, même après la signature, pour que ça puisse se faire en douceur. Et après, quand les phases de négociation commencent, là, souvent, ça peut évoluer différemment. Ouais, on aura hâte aussi de savoir ce que vous entendez par là. Pardon. Alors, Anne-Cécile aussi, je voulais vous demander, concernant les différentes ambitions donc, qui peuvent exister, une fois que certains dirigeants veulent se lancer. Est-ce que tous peuvent potentiellement y aller, ou est-ce qu'il y a peut-être des prérequis tout de même à rassembler avant de pouvoir se lancer? Est-ce que finalement les dirigeants doivent faire un travail préalable avant de pouvoir ambitionner un lancement d'acquisition de ce type? Oui, je pense qu'il est important déjà de bien connaître les atouts, les forces et les faiblesses de son entreprise avant de se lancer. Stéphanie en a parlé. Je pense qu'il faut déjà être très au clair sur la stratégie de son entreprise et savoir quel type d'entreprise on souhaite trouver et acquérir. Ensuite, nous sommes attachés à ce que l'entreprise ait atteint un certain niveau de structuration, c'est-à-dire à ce que le dirigeant ne soit pas tout seul à la tête de son entreprise, mais qu'il ait aussi en interne une équipe sur laquelle il peut s'appuyer. Je crois que vous l'avez mentionné dans votre étude, le rôle d'un DAF est important. On peut aussi imaginer que un dirigeant qui va passer du temps sur une croissance externe, il sera peut-être moins focalisé sur ses clients, sur la prod. Et donc, il faut quand même s'assurer qu'en interne, on a une équipe qui est capable de prendre la mesure des opérations plus quotidiennes de l'entreprise, mais qui ne doivent pas être négligées. Autre réflexion sur cette structuration, elle est importante puisque lorsqu'on fait une croissance externe, il va falloir mettre en place des synergies. Et donc, idéalement, c'est bien que dans l'entreprise, le dirigeant puisse s'appuyer sur des équipes qui vont instaurer une culture d'entreprise commune entre la société et puis la cible. Une question aussi pour revenir sur toutes les possibilités qui s'offrent à un dirigeant de PME dans le cadre d'une acquisition. Stéphanie, lorsque vous avez réfléchi à cette opportunité, est-ce que vous vous êtes dit j'ai peur que ça me coûte vraiment très cher, que ce soit des budgets presque déraisonnables, et donc je vais m'occuper de tout toute seule parce que c'est un peu l'esprit des PME, soit on fait faire, soit on fait soi-même en s'arrangeant presque. Ou est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit il faut que je trouve des interlocuteurs pertinents, parce que même si ça peut représenter un certain budget, c'est indispensable? Alors, comme tu le disais à l'instant, c'est important, dans le cadre d'une opération de croissance externe, de pouvoir s'appuyer sur ces équipes afin qu'elles puissent prendre le relais, au moins au niveau opérationnel, pendant que le dirigeant est accaparé par les différents sujets autour de l'opération.
Alors dans les PME, ça c'est pour la théorie. En pratique, on n'a pas forcément des équipes qui sont totalement autonomes de façon opérationnelle. Donc c'est vrai que même si on aimerait que ce soit mis en place au moment où on démarre cette aventure, c'est rarement le cas. Donc pour rebondir sur la question, qui est de dire est-ce que je prends le risque ou pas de m'entourer d'experts qui vont être à mes côtés pour me conseiller, je pense qu'on a une partie de la réponse parce qu'en fait, déjà, c'est pas notre valeur ajoutée que de décrypter des bilans ou de rédiger des lettres d'intention. Et en plus, il faut se focaliser sur quelle est la valeur ajoutée du dirigeant. Et sa valeur ajoutée, en tout cas pour un dirigeant de PME, c'est de gérer l'entreprise et de continuer à la développer, même si en parallèle, il y a une opération de croissance. Donc, c'est vrai qu'on pourrait penser, c'est un coût supplémentaire de s'entourer d'experts. Voilà, un expert comptable qui va réaliser un audit, un avocat qui va nous accompagner dans la lecture des différents documents. Oui et non, parce que ça peut nous coûter beaucoup plus cher si on tombe dans un piège et qu'on se retrouve avec des surcoûts qu'on n'avait pas forcément envisagés. Je vais vous faire une confidence. Réaliser une opération de croissance externe, c'est très complexe, en tout cas pour un dirigeant de PME. De manière générale, c'est la première fois qu'on réalise ce type d'opération. Donc, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les différentes étapes. On n'a pas conscience des sujets sur lesquels il faut être très vigilant. Et on a besoin de conseils, tout simplement. Des conseils précieux que parfois, d'ailleurs, on n'a pas forcément envie d'entendre. Parce que ça ne nous arrange pas, tout simplement. Et que du coup, si on essaye d'appliquer, ça risque de compliquer la négociation. Voilà. Mais en tout cas, moi je pense notamment à la partie sociale. Là, on est vraiment sur un sujet qui, dans les années à venir, peut coûter très cher à l'entreprise. Donc, autant se prémunir en amont des risques éventuels. Et c'est pour ça que même si par rapport à nos opérations, par exemple, qui ne sont pas forcément significatives, mais pour la taille de notre entreprise, ça l'est. Ça peut représenter très vite un surcoût complémentaire, mais je pense que c'est un peu comme une assurance. Et ça nous évite de prendre des risques qui sont déjà très nombreux. Et alors, Anne-Cécile, l'intervention des fonds, vous en avez parlé tout à l'heure avec le modèle d'NCI qui était assez spécifique. Lorsqu'on parle d'accompagnement des dirigeants de PME pour les aider justement à surmonter plusieurs obstacles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'intervention, soit de vos équipes, soit des fonds en général, qui vont résoudre un problème bien spécifique qui peut se présenter pour un dirigeant de PME dans le cadre d'une acquisition ? Oui, alors nous, on met vraiment l'accent sur la méthodologie, donc le fait d'avoir des audits et de s'entourer de conseils, c'est un indispensable. On constitue aussi autour du dirigeant souvent un comité stratégique dans lequel on va regarder donc avec un peu de recul et un peu de hauteur les opérations qui nous sont présentées par le dirigeant. Donc c'est parfois l'occasion d'appuyer le dirigeant ou au contraire parfois aussi de le freiner. Donc oui, alors la spécificité aussi de certaines de nos opérations de croissance externe, c'est qu'on a des dirigeants par exemple qui sont allés faire des opérations en Europe. Donc là, on peut apporter véritablement un concours entre le dirigeant et les auditeurs qui vont aller faire des audits financiers, par exemple. On peut également travailler avec le dirigeant sur la réalisation de son business plan, qui est du coup un business plan qui intègre cette nouvelle opération. On peut apporter donc notre savoir-faire financier sur la gestion de certaines négociations avec le dirigeant qui va vouloir, par exemple, continuer à être rémunéré un certain temps. Donc, on va rentrer, nous, dans ces scénarios et voir s'ils sont supportables pour l'entreprise.
Et puis, donc, il y a des fois, on aide aussi le dirigeant à se rendre compte des difficultés ou des mauvais, finalement, de la mauvaise qualité de l'opération. Et puis, on joue un peu le rôle de méchant en demandant à ce que l'opération s'arrête là. Et alors à présent, je voulais revenir également sur un des propos de Stéphanie tout à l'heure, qui nous parlait de premières discussions plutôt agréables avec l'autre partie, et finalement des sujets qui pouvaient venir crisper les échanges au niveau de la phase de négociation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce que j'imagine qu'il y a peut-être une expérience personnelle qui vient appuyer ce propos. Oui, bien sûr. Alors, donc, nous, les 2 opérations, c'était dans le cadre d'un départ à la retraite. Donc déjà, ça pose un peu le contexte. La première s'est très bien déroulée. La personne avait véritablement envie de partir à la retraite et de lâcher le bébé, comme on dit. Mais pour la seconde opération, c'est pas forcément le même schéma qui s'est déroulé. Alors au départ, les échanges étaient très enthousiastes. Il y avait même un peu une co-construction de la nouvelle histoire à écrire ensemble. Et puis c'est plutôt à l'étape de phase finale où il y a eu une petite tension sur le prix, même si c'est pas forcément l'indicateur. C'est vrai qu'on parle souvent du prix de vente, mais en réalité tout autour il y a d'autres éléments qui parfois peuvent venir compliquer la situation. Donc notamment au niveau de date d'arrêté d'exercice, ce genre de choses. Et effectivement, chacun essaye de tirer la couverture à son avantage. Et c'est là où effectivement ça se complique. Il faut savoir que quand on est dirigeant de PME, c'est un peu nos tripes, l'entreprise. Et donc c'est vrai que parfois pour le vendeur, c'est pas très agréable de voir qu'on va décortiquer la situation de son entreprise, un peu les précédentes décisions qu'ils ont pu prendre. Et puis c'est un peu comme un conseil de classe où on est en train d'analyser son bulletin et voilà, pas forcément une situation très agréable. Et surtout, il peut y avoir de l'ego. Il peut y avoir de l'ego et à un moment donné, dans la phase de négociation, c'est là que ça va apparaître. Donc pour notre part, on a finalement trouvé un accord, même si émotionnellement c'était plutôt compliqué, en tout cas à vivre de notre côté. Et je vous avouerai qu'on n'a finalement pas activé l'accompagnement pour notre sérénité d'esprit. On a préféré que les chemins se séparent, même si le parcours de l'homme dans son intégralité était très intéressant. Il y a une citation qui dit « L'homme d'un jour ne vaut pas l'homme de toujours ». Donc voilà. La distinction peut être importante à faire dans ce cas de figure. Anne-Cécile aussi, je voulais vous poser une question sur votre vision au global de ces opérations à l'échelle des PME. Donc là, on l'a bien entendu, la phase de négociation peut être particulièrement ardue. Est-ce qu'il y a d'autres pièges desquels on devrait être conscient, desquels on devrait peut-être se méfier, être particulièrement attentif lorsqu'on se lance et qu'on est un dirigeant sans expérience en la matière ? Oui, je pense un des pièges, c'est de se dire je veux absolument aboutir dans cette opération de croissance externe. Et c'est pour ça que dans les résultats que vous aviez indiqués, de voir qu'il y a un quart des dirigeants qui sont capables de renoncer si les audits sont défavorables. Je pense que c'est vraiment une preuve de courage et de lucidité de se dire je ne me lance pas dans une opération et je sais y renoncer. Donc ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, je vois aussi beaucoup de dirigeants qui s'entourent de conseils, experts comptables, avocats, mais par contre, ils ne vont pas toujours écouter les préconisations que leur font leurs conseils. Donc ça, je pense que c'est aussi... il faut savoir comprendre le rationnel de l'entreprise, son modèle, avant de l'acquérir. Et puis, donc, il faut aussi savoir renoncer si les attendus ne sont pas là, si finalement le prix devient trop cher parce que le dirigeant a des exigences trop importantes. Ça me paraît être les
pièges les plus importants. Je pense qu'il faut aussi être attentif aux personnes clés de l'entreprise, parce que bien souvent, ce qu'on entend, surtout un dirigeant qui part en retraite, il dit je ne m'occupe plus de l'entreprise, je ne fais plus rien, j'ai des très bons managers autour de moi qui font tout. Ça, il faut aussi le valider et être attentif à ça. D'une part pour vérifier qu'en effet la personne qui s'en va n'est pas clé et qu'il ne va pas y avoir des répercussions sur les clients ou sur les équipes, et puis donc vérifier qu'en effet on a un certain niveau de maturité dans les équipes, parce que on assiste parfois à des véritables fuites des collaborateurs quand une entreprise est rachetée. Et ça peut être assez préjudiciable, surtout dans des sociétés où il y a plus une tradition orale que des process écrits. Une autre question aussi, Stéphanie, par rapport à une phase qui est également décisive, c'est celle de l'intégration. Une fois que donc les négociations ont été menées à bien, bon an, mal an, qu'on arrive à un accord de transaction, donc il y a un moment donné où les deux équipes qui étaient distinctes doivent fusionner pour créer un nouvel ensemble. Est-ce que cette phase-là s'est bien déroulée dans le cadre de vos différentes opérations ? Et est-ce que vous avez peut-être des bonnes pratiques à partager pour faire en sorte que ça se passe au mieux ? Alors, effectivement, le jour de la signature, le vrai travail commence. On parlait tout à l'heure des 100 premiers jours. Effectivement, c'est une étape cruciale qu'il faut bien préparer en amont, parce que vous allez avoir des réactions qui peuvent être étonnantes, des questions absolument incroyables, du genre est-ce que je continue à décrocher le téléphone en donnant le même nom d'entreprise ou, enfin, voilà. Nous, on avait eu beaucoup de conseils en amont, notamment sur la partie humain, parce que clairement, là, c'est la phase d'intégration, c'est vraiment le sujet central. Donc, par exemple, on m'avait dit, va prendre une capture d'écran des profils LinkedIn des collaborateurs avant que ce soit annoncé officiellement. Ça te permettra d'aller voir que si, dans le mois qui suit, il y a eu une mise à jour du profil, inquiète-toi. Par exemple, des petits tips comme ça qui nous ont permis, c'est vrai, de prendre un peu la température. Voilà, donc il y a un certain nombre de questions qui vont survenir dans les équipes, même les équipes qui vont être rejoints par une nouvelle équipe, pas forcément ceux qui vous rejoignent. Et c'est vrai que si vous arrivez à les balayer en amont, ça vous permet plus rapidement et plus aisément de rentrer dans le vif du sujet. Et idéalement, si c'est possible, co-construire la nouvelle stratégie, je pense que ça peut être plus fort, parce que quand on est dans l'action, c'est beaucoup plus facile d'adhérer. Donc voilà. Et alors, quelque chose qui a bien fonctionné de notre côté, c'est assez rapidement de mutualiser les outils. Ça permet de mieux communiquer en interne et surtout de comprendre plus aisément la méthodologie de l'autre et éventuellement d'en sélectionner les meilleures pratiques. Voilà. Et bon, après, au niveau humain, je pense que le mot pas très tangible, c'est la culture. Donc, construire une culture commune. Et ça passe souvent par l'expérimentation d'événements qu'on va partager, des moments forts qu'on va se créer. Nous, par exemple, on a démarré avec une journée d'échange, de convivialité sur une péniche. Tout le monde devait porter une marinière. Et le thème, c'était tous dans le même bateau. Voilà. Donc, on a démarré comme ça avec des petits événements sympas. Et le bilan, après du coup toutes ces opérations, ça s'est bien passé? Vous êtes satisfaite de toutes les actions que vous avez mises en place dans ce cadre? En général, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que pour réussir une opération de croissance externe, il faut 2 ans. Donc, pour la première opération, on a le recul. Effectivement, on a 3 collaborateurs qui nous ont rejoints à l'époque. Aujourd'hui, ils sont clairement totalement intégrés dans l'équipe. Et d'ailleurs, ça nous aide beaucoup à nous projeter pour la nouvelle opération, parce qu'on se dit, non mais souviens-toi, tout au départ, c'était aussi très compliqué, on avait du mal à se comprendre, ça a pris du temps. Donc, gardons patience, parce que pour la deuxième opération, la signature a eu lieu au mois d'avril.
Donc on est clairement là en train de vivre des choses qui ne sont pas simples au quotidien et voilà, garder cette capacité à prendre du recul et même si on ne comprend pas forcément les réactions, essayer d'être à l'écoute et faire preuve d'empathie. Alors, pour conclure, une dernière question pour vous, Anne-Cécile. Si on se projette un peu dans les 5 prochaines années, est-ce que vous pensez qu'on aura des tendances fortes qui vont marquer le marché des fusions-acquisitions, des PME? Et quel rôle peut jouer le capital investissement, selon vous, dans ce cadre-là? Oui, je pense que le contexte actuel fait qu'il y a une certaine déstabilisation des entreprises compte tenu de l'inflation, des hausses des charges énergiques liées à l'énergie et aux matières premières. Donc, bien évidemment, certaines entreprises vont éprouver le besoin de s'adosser et de se rapprocher les unes des autres. Donc, je pense que c'est un vrai... ça va être un facteur qui va encourager les opérations, alors soit d'acquisition, soit les fusions. Je pense aussi que nos dirigeants, ils manifestent l'envie de se faire accompagner pour entreprendre et faire de la croissance externe. Donc, il y a un véritable terreau qui est présent à la fois côté banque et côté investisseurs financiers. Je pense qu'on a encore un peu de travail pour montrer notre vrai visage. Ce qui ressortait de l'étude, c'est que les investisseurs financiers font peur, mais finalement, surtout parce qu'ils sont assez peu connus, puisque ceux qui pratiquent, qui ont des relations avec les investisseurs financiers, finalement, ils trouvent beaucoup d'avantages. Donc oui, je pense qu'il y a encore de belles perspectives et certainement qu'on ne va pas s'arrêter là. Moi, je pensais aussi, pour aller au-delà de votre étude, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que, en tout cas à notre niveau, où on a à peu près un dirigeant sur 2 qui a fait de la croissance externe, en général, on ne s'arrête jamais à la première opération de croissance externe. Et ensuite, elles sont suivies de beaucoup d'autres. Donc, je pense que ce côté multi-repreneur est à creuser. Et puis, encore une fois, je pense qu'il y a une vraie courbe d'expérience. Donc, on peut rater les négociations avec une cible. Il faut aussi persévérer et poursuivre sur d'autres entreprises ce travail. Parfait, je vous remercie encore une fois toutes les deux pour vos interventions. Merci d'avoir bravé toutes les difficultés des grèves des transports pour être venu aujourd'hui. Donc un grand merci pour cela et je vais à présent aussi laisser la parole pendant une petite quinzaine de minutes aux personnes dans la salle et aux personnes qui souhaitent poser des questions en ligne. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez poser une question. Oui. Voilà, avec le micro, comme ça, on vous entendra en ligne, je pense que ça sera... Là, vous m'entendez bien? Ouais, ouais. Parfait. Je disais, moi, j'ai une interrogation. C'est-à-dire, je pense que dans les 10 prochaines années, tout le monde est d'accord pour se dire que le monde va énormément changer. Donc, il va y avoir, je pense, un contexte de disruption beaucoup plus dur que ce qu'on vit aujourd'hui, clairement. Dans une des études que vous aviez faites il y a peut-être 2-3 ans, était indiqué que la stratégie représentait 19% du temps opérationnel des CEO, globalement. On voit également dans votre étude là que y a un problème d'identification de cibles, etc., etc. Et donc, mon interrogation, c'est quid en fait de la dynamique en fait de transformation des boîtes, parce que moi je pense, c'est une conviction très personnelle. J'en parle avec pas mal de personnes en private equity depuis plus d'1 an, et je leur dis, vous allez devoir... le private equity ne va pas pouvoir rester à côté des transformations du monde, c'est pas possible. Et donc vous allez devoir pivoter dans votre métier, parce que sinon il va y avoir une forme d'embolie. C'est-à-dire, moi je pense qu'au bout d'un moment, quand les entreprises seront trop fragiles, il n'y aura plus de cibles à acheter. Et donc je me dis que les États-Unis vont très très vite,
ils sont capables de faire des opérations de fusion-acquisition complètement dingues. On voit bien Elon Musk, 44 milliards. On n'est pas capable de faire ça en Europe. Il y a la Chine aussi qui achète. Et donc, je me dis, il va y avoir une espèce de vague assez importante, je pense, de M&A, de PME, une nouvelle génération en fait, qui va partir, qui va devoir céder ses boîtes. On dit souvent en France, peut-être à tort, que il y a un problème de capital, c'est-à-dire il n'y a pas assez entre guillemets de riches pour acheter des boîtes. Et donc je me dis, les meilleures boîtes, les meilleures PME, les meilleures ETI qui seront en situation de cession, elles vont aller où? Est-ce qu'elles vont rester en France? Est-ce qu'elles vont partir entre guillemets à l'étranger parce que capital étranger? Enfin, je dis qu'il va y avoir un énorme sujet. Peut-être que la stratégie actuelle, celle que vous présentez, elle va devoir changer parce que sinon, moi je me dis que le M&A va connaître une très très grosse crise. Je me lance. Je vais vous répondre peut-être à mon échelle, qui est celle d'un investisseur régional. Nous, NCI, on s'est constitué justement parce qu'on était sensible au développement économique régional et faire en sorte que nos PME et ETI restent autonomes et conservent l'intégralité de leur autonomie sur leur territoire. Donc, je reviens sur l'étude où on dit les dirigeants, en fait, à 39%, ils sont prêts à vendre, mais ils ne savent pas à qui. Et ça, c'est vrai que ça rejoint un peu votre question, puisque quand je suis un dirigeant d'entreprise, une entreprise où j'ai recruté les collaborateurs, où je connais mes clients, je travaille avec mes fournisseurs depuis un certain temps, comment se dire que demain, vous allez vendre votre boîte à un acteur mondial? Est-ce que véritablement c'est ce que vous voulez, c'est comme ça que vous voulez finir votre carrière et peut-être céder l'entreprise qui porte votre nom? Donc nous, chez NCI, ce que l'on fait, et on a démarré ce métier depuis 2009, on est en capacité d'intervenir en tant qu'investisseur majoritaire et apporter une nouvelle génération de dirigeants à la tête d'une entreprise. Ce qui veut dire que, alors, à la limite, avec la limite de nos tickets et de nos financements, on ne parle pas de 44 milliards en ce qui nous concerne, mais on est déjà en capacité, nous, d'investir des tickets jusqu'à 15 millions d'euros et d'entraîner des co-investisseurs avec nous. Et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc, dans les années qui viennent, on va essayer encore de pousser ce modèle-là. L'idée, c'est de dire à un dirigeant, voilà, vous avez le choix. Vous vendez à un inconnu, vous vendez à un groupe peut-être contre qui vous vous êtes battu pendant des années et qui était votre pire concurrent, ou vous faites confiance à un fonds qui a un certain nombre de valeurs et qui vous présente un dirigeant qu'ils vous ont sélectionné. C'est-à-dire que nous, quand on se lance dans un process d'acquisition, on ne le fait pas de façon inconsidérée. Il y a un gros travail préparatoire et qui consiste à trouver le profil qui saura assurer la meilleure pérennité pour l'entreprise. Mais moi, mon sujet, c'est pas juste le M&A, c'est la transformation, enfin la logique de transformation. Vous avez raison. Et je vous renvoie à il y a un article qui est sorti dans le JDD il y a moins de 2 semaines où le patron de Lazare dit l'Europe sera la grande perdante. Oui, alors encore une fois, je pense qu'il faut travailler main dans la main avec des structures comme BPI. Je vous disais, nous, chez NCI, on a une équipe de consultants, donc on est 24 personnes. On a 7 personnes et on est un fonds régional, donc on gère 300 millions d'euros. Vous voyez, on n'a pas non plus des moyens colossaux. Néanmoins, cet accompagnement et ce process de transformation, on l'a initié depuis une dizaine d'années maintenant, où on a vraiment en interne de NCI une équipe qui est chargée d'aider nos dirigeants sur leur diagnostic stratégique, sur leur performance opérationnelle, etc. BPI, de son côté, fait aussi beaucoup de choses en sélectionnant des consultants dans tous les domaines qui aident les dirigeants. Et encore faut-il qu'ils sachent que cela existe et qu'ils soient preneurs de ces conseils. Et j'ajouterais, il y a d'autres sujets. Déjà, il faut savoir que certains dirigeants en passe de partir à la retraite n'ont pas conscience
qui a la possibilité de vendre. Parce que donc ils ont le regard qui est très précis sur leur entreprise et ils estiment qu'elle est tellement particulière qu'en réalité, elle n'intéressera personne. Et ça, moi, je suis entourée de dirigeants qui se disent « c'est pas pour moi et je trouverai jamais personne ». Et un autre sujet qui peut-être peut être un des éléments de réponse de votre interrogation, c'est que nous avons dans nos équipes des personnes susceptibles de reprendre. Et je sais que c'est souvent une belle façon de terminer son histoire et de pouvoir la transmettre à des collaborateurs qui nous ont rejoints et qui ont grandi au sein de l'entreprise. Ça, je sais que j'entends beaucoup de patrons de PME se dire que son idéal, ce serait effectivement de pouvoir transmettre à l'équipe. Alors j'enchaîne aussi avec une autre question qui nous a été posée en ligne, comme ça on va essayer d'alterner. Une question, donc je vous la lis. Lorsque nous sommes les premiers à faire une offre, nous nous confrontons toujours à une évaluation farfelue trop haute du conseil, souvent l'expert comptable, et donc nous endossons le rôle du prédateur aux yeux des vendeurs. Quelles recommandations vous donneriez pour contourner cet obstacle-là ? Je dirais qu'on peut faire le parallèle dans la vraie vie. Quand on a passé 20 ans à construire une maison et qu'on y a mis tout son cœur et toute son énergie, c'est difficile ensuite d'avoir une sanction un peu bête et méchante que de dire voilà tel prix, quoi. C'est pareil pour un dirigeant d'entreprise qui veut vendre. Là, c'est la communication, la compréhension, l'écoute, et c'est mettre le doigt sur certains sujets qui effectivement sont là pour dévaloriser un peu le bien. Vous avez un peu des métriques ou en tout cas des calculs de valorisation type. Donc cela, vous pouvez vous appuyer dessus de façon factuelle et ensuite chercher des arguments qui vont dire OK, une valorisation standard, ça peut tourner autour de tel montant, mais il y a quelques cas particuliers sur lesquels tu pourrais peut-être m'éclairer et qui vont soit faire prendre de la valeur ou en enlever à l'entreprise. Pas évident d'aborder des sujets qui peuvent se révéler assez vite fâcheux si jamais ça tire peut-être vers le bas l'évaluation prévue à l'origine. Oui, et clairement, on parlait tout à l'heure, l'ego, quoi. L'ego est compliqué à gérer et là, on est en train d'opposer quelque chose d'irrationnel à quelque chose de rationnel. Donc après, peut-être que les opportunités peuvent se trouver ailleurs, notamment dans l'accompagnement ou avec des garanties complémentaires qui peuvent accompagner l'ensemble. Je pense que c'est aussi l'exemple qu'une session, elle se prépare et elle doit se préparer avec des partenaires. Donc, je disais tout à l'heure, les acquéreurs n'écoutent pas toujours leurs conseils et les cédants eux-mêmes n'écoutent pas toujours leurs conseils ou écoutent peut-être les conseils qui vont leur donner l'image la plus brillante de leur entreprise et la valorisation qui va leur être la plus agréable. Nous, ce qu'on dit à nos dirigeants, c'est finalement, mettez-vous aussi en position de vous dire chaque année que vaut mon entreprise et pour ça, principalement, il y a quand même quelques référents financiers qui peuvent être utilisés. Après des actifs qui vont être plus immatériels, mais bon, il y a quand même quelques méthodes qui sont assez imparables. Et puis juste pour revenir peut-être quand un écart de prix est consistant, mais pas forcément un frein au fait de réaliser l'opération, on peut proposer des compléments de prix, par exemple, aux cédants, ce qui permet aussi de le motiver sur la conservation de ses clients, sur le fait de gérer l'entreprise jusqu'au dernier jour de façon la plus efficiente possible, et puis ensuite de passer la main dans des bonnes conditions et en étant pourquoi pas accompagnant. Les compléments de prix, du coup, ce sont des espèces de bonus conditionnés à l'obtention de certains résultats, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, ça peut être lorsque vous avez un cédant qui est persuadé qu'il va faire une excellente année 2022, mais que vous achetez l'entreprise au mois d'octobre, eh bien, vous faites un pari sur le fait d'atteindre le résultat ou le niveau de trésorerie qui était entre guillemets vendu par le cédant. Donc, ça peut être en effet, on relève les compteurs à un instant donné et on voit
si les résultats sont ceux attendus ou même supérieurs à ceux attendus. Et en effet, on paye un bonus. Ça peut être aussi lié à la conservation, par exemple, d'un client qui est important. Et de ce fait-là, on peut dire, au bout d'un an, si ce client est toujours là, on paye une somme correspondante. D'accord, très clair. Ça ramène peut-être de la rationalité là où justement les questions d'ego peuvent un peu brouiller ces données-là en temps normal. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas, parce que là, il est presque 10 heures, donc on ne va pas tarder à... Sinon, je m'occupe des questions en ligne. Alors, j'ai une question aussi qui s'adresse donc à vous deux, je pense, mais peut-être plus à vous, Anne-Cécile. On nous demande comment faites-vous pour faire évoluer le board à l'entrée du fonds au capital de l'entreprise. Oui, c'est une bonne question. Alors, parfois, il n'y a pas de board. Le dirigeant est plutôt seul. Donc, on est souvent dans une création avec un représentant, un ou plusieurs représentants des investisseurs, donc le dirigeant lui-même, des managers. Et puis ce que nous, on aime bien, c'est faire entrer dans le board une personne qui va être ce qu'on appelle un administrateur indépendant. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt financier dans l'entreprise, n'est pas un collaborateur de l'entreprise, donc il va vraiment considérer l'intérêt général de la société et avoir une parole assez libre. Et d'ailleurs, j'ai des cas d'entreprises qui, lors de leur recherche de croissance externe, ont constitué un petit groupe de travail avec le dirigeant et un administrateur indépendant, ou ce qu'on appelle aussi un advisor, ce qui permet finalement de bénéficier d'expériences et de façon peu coûteuse, puisqu'ils sont en général rémunérés de façon assez symbolique. Donc c'est, je pense, aussi une façon supplémentaire de s'entourer de conseils. Et puis, parfois, oui, il arrive aussi que dans le board, à un moment donné, des membres soient arrivés aussi au bout de ce qu'ils peuvent apporter. Nous, on pense aussi que, y compris en tant qu'actionnaire, notre métier, c'est d'être un actionnaire professionnel actif. Et à un moment donné, il peut arriver aussi qu'on n'ait plus autant de poids, qu'on n'ait plus autant de matière à apporter aux dirigeants, de réseaux, etc., que sa problématique ait changé. Dans ces cas-là, oui, il faut savoir aussi signifier à la personne que son heure est venue et qu'on peut le garder peut-être sur d'autres missions, d'autres fonctions, mais plus au sein du board. Je peux peut-être ajouter... Oui. Alors, nous, on est 2 dirigeantes, donc on a un board à nous 2. Avec une équipe de 20 personnes, on ne construit pas forcément toute une équipe autour de cette stratégie de croissance externe. Par contre, on est allé chercher un groupe de travail à l'extérieur. Faut savoir qu'il y a des dispositifs ou des réseaux professionnels qui sont en mesure de vous accompagner dans toutes les étapes. Nous, on a bénéficié d'un accompagnement avec le réseau Entreprendre. Je sais qu'ils sont implantés dans toute la France. Et c'est vrai que c'est là que nous, on a trouvé des regards extérieurs et puis des conseils avisés d'autres dirigeants qui ont vécu les mêmes problématiques, les mêmes étapes et qui ont pu nous guider tout au long de l'aventure. Donc c'est vrai que si la taille de votre entreprise ne permet pas de construire un board et d'embarquer des collaborateurs au niveau stratégique, vous pouvez le constituer de façon externe avec un groupe de travail qui va suivre les différentes étapes et recueillir un peu vos témoignages et ce que vous allez pouvoir traverser comme épreuve. Alors, il est 10 heures passées, donc je ne sais pas si vous avez encore légèrement du temps. On a une dernière question peut-être qui est posée en ligne et que je vous propose de vous partager. Existe-t-il des listes d'entreprises à racheter ? Les chambres de commerce ou les fonds d'investissement sont-ils actifs sur ce sujet ? Donc il y a vraiment cette question de la recherche de cibles pertinentes. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Est-ce qu'il y a des listes vraiment déjà à clé en main dont on peut se saisir ? Alors, je sais qu'il existe des annuaires en ligne. Il y a également des cabinets qui référencent, un peu comme des agences immobilières, des biens d'entreprise à vendre.
moi, je sais aussi que, un peu comme pour une offre d'emploi, où on dit qu'il y a très peu d'annonces qui vont être publiques, eh bien, je trouve que c'est l'équivalent également pour les entreprises. Il y a des entreprises qui sont à vendre, mais dont tout le monde l'ignore. C'est aussi un sujet qui, souvent, doit rester confidentiel, parce qu'un dirigeant ne peut pas forcément, et pour les concurrents et pour l'équipe, dévoiler ce projet. Donc, aussi bien la possibilité de consulter justement des annuaires que de rejoindre peut-être des réseaux et en parler du projet, et que du coup l'opportunité peut arriver à ce niveau-là. Alors, juste en complément, moi j'ai remarqué que mes dirigeants, ils discutent beaucoup au cours des salons. Et c'est un bon moyen de voir qui réfléchit à vendre, qui est plutôt acquéreur. Donc, je pense qu'il faut ratisser assez large, ne pas se priver de ce qu'on voit et de ce qui est public, mais aller bien au-delà, évidemment. Parfait. Eh ben alors, merci beaucoup à nouveau pour vos réponses. Merci. Merci à tous d'être venus et de vous être connectés à l'événement. À présent, il ne me reste plus que aussi à vous remercier, à vous inviter aussi à observer, à étudier les différents contenus qu'on vous propose sur notre site internet qui est exclusivement dédié aux PME ETI. On serait ravis d'avoir vos retours. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente journée, une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.